messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Sommaire de ce journal, journée de grève sur les routes et aux frontières. Mouvement bien suivi sur le corridor Dakar-Bamako. Quant aux transporteurs gambiens, ils ont levé l'interdiction de la traversée des véhicules sénégalais. Les deux États seraient en discussion. Saisie fréquente de faux médicaments sur le territoire sénégalais. Où vont ces énormes quantités de produits contrefaits lorsqu'elles échappent à la douane? Au-delà des officines et de Keur Serigne-Bi, le maillon faible est également dans certains postes et centres de santé. Le 8 mai de Guet Ndar, au lendemain de la signature d'un accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, beaucoup reste à faire selon les Guet Ndariens que vous entendrez dans ce journal. Le sommaire du journal a les titres de l'actualité internationale. D'abord, avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le chef du patronat guinéen se réfugie à Dakar. Chérif Abdallah, soupçonné par Conakry de financer la résistance citoyenne. L'Union africaine soutient Bamako sur sa décision de discuter avec les terroristes. Au même moment, Al-Sarraj quitte la table des négociations à Genève. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale pose ses conditions. Le développement de tous ces titres dans une vingtaine de minutes. Maintenant, le sommaire du journal des sports que vous nous présenterez. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Construction du stade olympique de 50 000 places. Les travaux lancés demain à Diamniadio. On s'affaire autour des derniers réglages. Le reportage, notre correspondant à suivre dans la page des sports. Le football avec la Ligue des champions européenne. Suite des huitièmes de finale avec Tottenham, Leipzig, Atalanta Bergame, Valence FC. Hier, le Paris Saint-Germain et Liverpool ont perdu. Nous allons passer à la loupe les prestations de Sadio Mané et de Idrissa Gana Gueye. Nous parlons également du tournoi de qualification olympique de boxe qui démarre demain à Dakar. À tout à l'heure pour le développement de ce menu. Et puis, Point de vue portera aujourd'hui sur les accusations de complot contre Macky Sall au sein de l'APR. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Je le disais donc dans les titres, les transporteurs gambiens ont finalement décidé de surseoir à leur mot d'ordre de ne pas laisser des véhicules de transport en commun sénégalais entrer en territoire gambien. Une mesure qui devait être appliquée à partir d'aujourd'hui. Cette décision fait suite à une rencontre avec les autorités gambiennes qui annoncent une rencontre avec leurs homologues sénégalaises d'ici vendredi. C'est pour des solutions à leurs revendications qui portent essentiellement sur le respect par le Sénégal du protocole d'accord qui prévoit la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Écoutons le président du syndicat des transporteurs gambiens, Omar Cissé, est joint à Banjul par El Hadj Ndiogou Diène. On avait dit qu'on allait fermer les frontières et qu'aucun transport en commun n'allait entrer ici. On était en négociation avec le gouvernement gambien et après on a décidé de reporter ça à une date ultérieure jusqu'à ce que les deux gouvernements s'entendent. Et je crois que d'ici vendredi, ils devraient se voir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on ait les mêmes droits. C'est-à-dire, le Sénégalais, comme il a le droit de venir en Gambie, nous aussi qu'on ait la possibilité d'entrer au Sénégal. Car c'est ce que le protocole dit entre le gouvernement de Macky Sall et celui de Adama Barrow. On fait tous partie de la CEDEAO. Et j'espère que d'ici lundi, tout cela sera réglé. Sinon, chacun n'a qu'à rester dans son pays. Confirmation sur le terrain, l'interdiction annoncée de l'accès à la frontière gambienne n'a eu aucun impact au niveau de la gare routière de Kaolack. Selon les conducteurs et responsables de la gare routière, les véhicules embarquent pour le moment et traversent la frontière normalement. Reportage Ibrahima Diamé. Aucun signe de perturbation du transport en commun au niveau de la gare routière de Kaolack, dénommée Garage Nioro. Jusque-là, le fonctionnement est toujours le même. Les véhicules passent normalement. Les passagers embarquent comme d'habitude et les véhicules de type 7 places, destination Ziguinchor, traversent la frontière gambienne via le pont de Farafenni. Pape Ismaël Ndiaye, secrétaire administratif de la gare routière. En tout cas, les gens avaient dit que la frontière allait être fermée, mais jusque-là, le fonctionnement est le même. En tout cas, les véhicules s'acheminent vers Ziguinchor, calmement, sans aucun problème. Ouais. Donc il n'y a pas de problème du côté des clients Non, du tout. Jusque-là, tout va comme
prévu. Auparavant. Okay, d'accord. Qu'est-ce qu'ils reprochent aux Gambiens, aux Sénégalais, les Gambiens? Ouais, tu sais, c'est un problème qui est un peu très délicat. Ils ne souhaitent pas aller au-delà sur cette question, mais selon Mamadou Faye, conducteur, cette interdiction ne concerne que les gros porteurs. Normal dox. Camion gros porteurs yi ñoo am problème sen pes. Ainsi donc, Farafenni ou Karang, aucune perturbation n'est pour le moment notée sur le transport en commun. Les véhicules font la navette comme auparavant. Ibrahim Djamé Kaulak, Radio Futur Média. Autre grève aux frontières et sur les routes, celle des gros porteurs. La grève de ces gros porteurs dans la sous-région, donc sur le corridor Dakar-Bamako plus précisément. Un manque à gagner pour le trésor public et la municipalité de Tambacounda. Pour autant, les restauratrices se frottent les mains. Reportage à Tambacounda, Moussa Omar Gueye. Le mot d'ordre de grève est bien respecté par les camionneurs. Modou Kairé, le vice-président de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, UCRAO. Citer la Gambie, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Bénin, le Burkina, le Ghana, etc. dans ce mouvement de grève. Mais quand même, nous n'avons pas le choix. Mais pour cette journée de grève, qui est pour l'ensemble des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, de grâce, unissons-nous tous autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est avoir la paix sur les routes. La grève des gros porteurs va asséner un sacré coup à la collecte des taxes municipales à l'entrée et à la sortie de la ville de Tambacounda. Toutefois, les restauratrices se frottent les mains avec le séjour programmé des conducteurs et leurs apprentis aux alentours des gargotes. À Tambacounda, l'URS, l'Union des routiers du Sénégal, le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, le SINACOR et l'UCRAO conjuguent leurs efforts pour la défense de leurs intérêts communs. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. De la même manière que les autorités se concertent sur la grève annoncée des transporteurs gambiens, des discussions sont également en cours pour trouver une solution aux revendications des transporteurs sénégalais sur le corridor Dakar-Bamako. Là-dessus, je vous propose d'entendre le directeur des transports, Jules Aubin-Sagna. Nous avons reçu au ministère les transporteurs de l'Union des routiers du Sénégal, dirigés par Goro Khouma. C'était le 11 et nous avons largement discuté de ces questions. Par la suite, il y a des points dans le préavis de grève qui intéressait les ministères chargés de la défense nationale et de la sécurité, donc le ministère des Forces armées et le ministère de l'Intérieur. Nous nous sommes rendus au niveau de ces ministères. Nous avons été reçus par le ministre Aly Ngouille Ndiaye, avec lequel nous avons discuté. Donc, c'était des points qui concernaient ce que vous appelez les tracasseries routières que les transporteurs subiraient au niveau du corridor. Alors, des points de réponse très précis ont été donnés par les ministres Aly Ngouille Ndiaye et le cabinet du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. Et je pense que ces points peuvent être considérés comme satisfaisants de la part des transporteurs. Et par rapport à leur principal point de revendication, à savoir la révision du règlement 14 de l'IOMOA, qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Oui, mais le règlement 14, la question c'est de savoir déjà que le gouvernement a beaucoup fait. D'abord, nous sommes dans un règlement 14, il faut considérer que c'est un règlement communautaire qui concerne tous les pays de l'UOMOA. Et depuis 2012, nous sommes en phase d'application de ce règlement 14. Malgré cela, nous avons accepté d'accorder une tolérance de 15% sur chaque chargement. Pour faire simple, si vous devez charger 100 tonnes, l'État du Sénégal accepte que vous chargez jusqu'à 115 tonnes. Jules Aubin-Sagna, qui est plutôt le secrétaire général du ministère en charge des transports. Il était interrogé par El Hadj Ndiogu Diène. Les grèves des transporteurs qui bloquent les véhicules de transport aux frontières, cela nous pousse à revisiter les textes de la CEDEAO, l'article 59 du traité qui institue la libre circulation des personnes et des biens en pâtit. Il est clair sur le papier, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Moustapha Cissé Lo, par exemple, le président du Parlement de la CEDEAO sortant, évoque un manque de volonté politique des États signataires. Barthélémy Ngom.
L'article 59 du traité de la CEDEAO institue une libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Mais question, que signifie libre circulation des personnes et des biens? Moustapha Cissé Lo, le président du Parlement de la CEDEAO, nous édifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es un citoyen, tu as une carte d'identité biométrique de la CEDEAO ou un passeport de la CEDEAO, tu peux voyager librement. Et tu as le droit d'établissement aussi dans les États membres. C'est un traité qui est clair. Clair sur le papier, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Beaucoup d'obstacles jalonnent les corridors. Les États violent ce traité par-ci, par-là, avec la complicité des forces de sécurité et de défense. On n'a pas mis de mécanisme de suivi, d'évaluation. Tous les chefs d'État sont informés de cela. Il reste à prendre des sanctions. Les États signataires sont donc appelés à respecter ce qu'ils ont paraphé. Mais là, Cissé Lo évoque un manque de volonté politique. Je le pense bien parce qu'ils sont bien informés de cela et ils ne peuvent pas prendre de décision. La liberté de circulation constitue dans le contexte actuel de globalisation un instrument essentiel par lequel se matérialisent les politiques d'intégration régionale. Une question qui ne devrait pas être compliquée, surtout que la CEDEAO veut une intégration économique et des peuples dans son espace. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces grèves et sur la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région ouest-africaine. Parlons maintenant des suites des plaintes non judiciaires déposées par les impactés du TER, le train express régional, auprès des bailleurs. Les acteurs vont tenir une réunion de conciliation cet après-midi. Près de 1500 réclamations ont été enregistrées depuis lors, selon le coordonnateur du collectif des impactés du TER, Ibrahima Cissé, au micro de Pape Balagueye. Nous ne pouvons pas aussi rester les bras croisés. Nous avons nos droits et nous savons comment défendre ces droits. On a saisi les mécanismes indépendants de ces bailleurs que sont la BAD, l'AFD et la BID. Donc c'était un processus. Donc, depuis 9 mois, on a travaillé sur ce dossier. Et heureusement pour nous impactés, la plainte est éligible. Ce qui nous donne droit aujourd'hui à une conciliation nationale, puisque l'État du Sénégal a accepté de négocier avec nous. La commission, les médiateurs de l'AFD et de la BAD sont déjà ici à Dakar. Donc c'est cet après-midi qu'on va les rencontrer pour une première fois, donc pour poser les jalons, le socle de négociation. Donc trouver le cadre et le contenu de notre négociation. Est-ce que par exemple, avec cette conciliation, l'espoir est permis? Bon, l'espoir est permis, d'autant plus que les mécanismes de ces institutions financières ont ouvert une place pour ces plaintes-là. La plainte n'est pas née ex nihilo. Cette éligibilité-là nous donne droit à cette conciliation nationale acceptée par l'État du Sénégal d'abord, qui est prêt à dialoguer à ce que les papes retrouvent leur dignité et leurs droits. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. C'est l'une des retombées de la visite officielle du président Macky Sall à Nouakchott lundi et mardi. Le nombre de licences de pêche accordées aux pêcheurs sénégalais par la Mauritanie passe de 400 à 500 dans le cadre d'un nouvel accord de pêche. C'est la satisfaction au niveau des pêcheurs qui disent que c'est une avancée importante régulièrement exprimée, mais ils avertissent que l'offre est bien inférieure à la demande, ajoutant que les autres types d'embarcations qui font la pêche du jour sont à intégrer. Le cas aussi des pêcheurs sénégalais interdits d'activité en Mauritanie reste une préoccupation. À Saint-Louis, plus précisément à Guet-Ndar, Mohamed Nabissila. La satisfaction est générale chez les pêcheurs de Saint-Louis avec les licences de pêche qui passent de 400 à 500. Les pêcheurs Mahoussen et Baye Bolifal le confirment, expliquant quelques préoccupations. Nous remercions les deux chefs d'État pour l'important pas exprimé. Ça veut dire que les relations entre les deux pays sont au beau fixe, mais le protocole devrait permettre aux pêcheurs qui étaient sur la liste d'attente d'être pris en compte. Moustapha Dien, le secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs artisanaux, explique que c'est un pas important, mais pas suffisant au regard de la forte demande. Les 200 équipages qui pêchaient habituellement, 50 autres vont pouvoir s'ajouter sur la liste. Cela, nous l'accueillons avec
beaucoup de satisfaction, même si nous jugeons que c'est encore insuffisant parce que la demande est beaucoup trop forte. Si nous n'avons que 250 sur plus de 600 tournants, il faut savoir que la liste d'attente est encore longue. Il ajoute que le cas des pêcheurs qui séjournent en permanence en Mauritanie devrait être intégré dans le cadre du protocole d'accord. Nous avons des pêcheurs sénégalais qui sont en situation irrégulière au niveau de la Mauritanie. C'est des pêcheurs sénégalais qui habitent en Mauritanie, qui pêchent en Mauritanie, qui débarquent en Mauritanie, au su et au vu des autorités mauritaniennes, alors que les lois, le code de la pêche mauritanien ne l'autorise pas. A signaler que les pêcheurs qui bénéficient de ces licences de pêche sont en plein exercice sur les eaux mauritaniennes depuis l'annulation des amendes qui avaient occasionné des manifestations violentes dans la vieille ville. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Il est 12h, un peu plus de 15 minutes et vous écoutez le grand journal sur la RFM. Ces derniers jours, la douane sénégalaise a fait plusieurs saisies de lots de médicaments contrefaits. Et cette importante quantité de produits illicites, où est-ce qu'elle est écoulée? Le président du syndicat national des pharmaciens privés parle des lieux habituels comme Touba, Kerseringbi, mais ajoute que des structures publiques de santé s'approvisionnent aussi sur le marché parallèle. Selon le docteur Hassan Diop, il doit y avoir plus de contrôle et de supervision et de répression également. Il est joint par Awambaye. Cette quantité est écoulée un peu partout au niveau de structures non autorisées, mais parfois au niveau de quelques structures privées, mais de manière clandestine. Quand je parle de structures non autorisées, je parle des dépôts non autorisés qu'on retrouve surtout au niveau de la ville de Touba, mais également au niveau des marchés, au niveau de Kerseringbi, mais également nous sommes maintenant informés de quelques postes structures sanitaires publiques et privées qui s'approvisionnent à partir de ce marché, donc qui proposent des faux médicaments aux patients. Et récemment sur Tamba, nous avons été informés et même on a fait faire arrêter une personne qui proposait des faux sérums antitétaniques aux structures de santé. Quoique là, il faut aussi savoir que le système d'approvisionnement, le circuit d'approvisionnement de ces postes de santé est très clair. Le circuit d'approvisionnement des pharmacies est très clair. Le circuit d'approvisionnement des centres et autres est clair. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des agents véreux qui se permettent d'accepter de travailler avec ces trafiquants ou, pour avoir de l'argent facile, se permettent d'aller chercher des médicaments au niveau de ces circuits parallèles et de venir les mettre en place. Coronavirus et noix de cajou, vous vous demandez sans doute quel peut bien être le rapport entre l'épidémie et ce produit. Eh bien, la propagation du virus Covid-19 pourrait faire baisser la consommation du cajou en Chine avec les conséquences négatives sur la filière ici au Sénégal. À Kolda, notre correspondant Abdoulaye Diallo a rencontré les acteurs. La propagation du coronavirus en Chine inquiète à plus d'un titre les producteurs d'anacarde de la zone sud. Ces derniers pensent que les Chinois, qui sont les principaux consommateurs de ce produit, font face en ce moment à l'épidémie du coronavirus. Boubacar Konta est le président du cadre régional des acteurs de la filière anacarde de Kolda. Le coronavirus peut avoir vraiment un impact très dur même sur la filière anacarde. Il faut savoir, le cajou chez nous, c'est les Indiens et les Vietnamiens qui viennent le chercher pour aller le transformer. Mais eux aussi ne le consomment pas. C'est les Américains et les Chinois qui le consomment. Et les Chinois qui sont à 1 milliard de population, qui est atteinte d'une maladie, ça veut dire que si cette maladie n'est pas guérie, leur demande va diminuer. Ils craignent que cela n'affecte le prix du kilogramme de l'anacarde. Et cette année, nous étions au niveau de l'Abidjan pour une réunion de World Cashew Convention. Mais il faut noter que c'était très difficile de fixer même le prix minimum d'achat de cajou. Ce qu'on s'est dit finalement, c'est essayer de maintenir les prix de l'année dernière et de voir quel impact le coronavirus va jouer dans la filière cajou. Ces producteurs de la noix de cajou souhaitent bénéficier d'une subvention de l'État sur l'exportation de leurs produits. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor se font entendre à nouveau. Ils entament une grève illimitée aujourd'hui. C'est pour dénoncer les conditions de vie et d'études des étudiants de première année et pour manifester leur mécontentement après l'arrêt des travaux sur les chantiers des chapiteaux censés compenser le déficit d'infrastructures. Retour à Dakar sur le canal 4 de la Gueule-Tapée à hauteur de l'université de Dakar au lendemain des opérations de déguerpissement et de désencombrement. C'est l'installation
insalubrité totale. Des débris de marchandises, des tables et des bâches des vendeurs établis sur cette allée campent le décor. Ces tabliers déguerpis dans l'angoisse et le désarroi parlent de 2 poids et 2 mesures par rapport à la présence des vendeurs de meubles sur le même canal 4. Le constat avec Koumba Sandiane Faye. De loin, l'on dirait des tas d'ordures. Ici, il y a tout sauf de la salubrité. Sur l'allée du canal 4 de la Gueule-Tapée, juste en face de l'une des portes de l'université de Dakar, menant à la bibliothèque, des débris de marchandises, des tables démolies et bâches désinstallées. Un décor pas comme celui des jours d'avant. Mohamed Touré fait partie des marchands tabliers déguerpis d'Elio cette nuit. Le jeune, dans l'angoisse, raconte le film de cette opération de désencombrement qui, selon son propos, lui coûte tout son gagne-pain. Moi, j'ai gagné environ 200 000 voire 400 000 par mois. Vraiment, c'est regrettable. Ils ont tout cassé et emporté nos marchandises. C'est anormal. Un autre Mamadou Koumé, il vient du Fouta. Depuis 7 ans, la quarantaine dit n'être là que pour assurer la sécurité des lieux. Mais hélas, c'est peine perdue, dit-il. Nous vendons des cahiers, livres et automatériel. Et croyez-moi, nous leur faisons même des crédits. Sur l'autre allée de ce même canal 4, là où sont établis les vendeurs de meubles, rien n'a changé. Pas de désencombrement. Situation que les victimes dénoncent et parlent de 2 poids et de 2 mesures. Regarde de l'autre côté, les meubles sont toujours là-bas. Alors, pourquoi nous et pas eux? Ces marchands déguerpis disent entretenir de bonnes relations avec leurs clients étudiants. Et l'Ajkam, étudiant à la faculté des lettres, ne dit certes pas le contraire, mais voudrait que le cadre de vie soit aussi respecté. Oui, moi je venais ici pour manger, mais dans les normes, il y a des restaurants, on doit aller dans les restaurants parce que ça ne respecte pas les normes. Des heures après cette opération de désencombrement, les débris ne sont pas encore évacués d'Ilio. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Le patron des patrons de la Guinée lance un appel à la CEDEAO. Sur la décision de Conakry de fermer ses frontières terrestres pour Chérif Abdallah, elle ne se justifie pas, d'où son appel à l'endroit de la CEDEAO. Le patron des patrons guinéens qui s'est réfugié au Sénégal dit être par ailleurs dans le collimateur du régime Condé. Il serait accusé de soutenir financièrement le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, au micro de Pape Besdiba. Ma sécurité était complètement menacée en Guinée. Ils ont voulu me kidnapper et me faire même assassiner. Donc il fallait que je quitte momentanément pour se mettre à l'abri en attendant que le terrain soit propice. Voilà. À l'heure actuelle, les opérateurs économiques sont en train de souffrir dans tous les sens. Vous avez près de 2000 camions garés dans les différents postes frontaliers. Il y a près de 20 000 personnes qui courent là, en pleine brousse, des femmes et des enfants et des vieux. Tout le monde est là, avec des serpents. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Depuis plus de 10 jours, la frontière est fermée pour des raisons vraiment qu'on ne connaît même pas, qu'on ne peut même pas qualifier. Nous attendons à ce que la CEDEAO et l'Union africaine se lèvent comme Union européenne pour intervenir en Guinée. Parce que M. Alpha Condé a déjà fait le demande conformément à la Constitution. Il n'a qu'à respecter cette Constitution. Il est déjà vieux et il est fatigué. Si on le laisse là-bas comme ça, il va nous créer des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. La CEDEAO ne devait même pas accepter ça. L'Union africaine apporte son soutien au président malien. Dans sa décision de discuter avec les terroristes, c'est le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel qui a fait l'annonce, Pierre Bouyoya, de dire que pour inverser la tendance en matière de stratégie sécuritaire, l'UA encourage le Mali à négocier avec les terroristes. L'ancien président du Burundi pense tout de même que l'entreprise est difficile. Fin de la campagne électorale pour la présidentielle au Togo. Les 7 candidats en lice pour la présidentielle du 22 février prochain ont jusqu'à demain soir pour tenter de convaincre leurs électeurs. Mais déjà aujourd'hui, ce sont les forces de l'ordre et de sécurité qui ont commencé à se rendre aux urnes au Togo. Ce sont elles qui votent 3 jours avant les autres électeurs. Et puis en Libye, le président Fayez al-Sarraj se retire des pourparlers de Genève. Une décision qui fait suite, selon BBC Afrique, au non-respect de la trêve par le général Khalifa Haftar. Le gouvernement libyen
d'union nationale reconnu par l'ONU a fait cette annonce dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Fayez Al-Sarraj s'est donc retiré des pourparlers militaires qui se tiennent à Genève. En Suisse, il a dicté ses conditions. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. 12h, bientôt 25 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons des accusations et contre-accusations de complot au sein de l'APR. Complot prétendument dirigé contre le président de la République, qui est également le président du parti. Pour en parler, nous serons avec Mamadou Tchor, analyste politique, et Hassan Samb, analyste politique également. RFM Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. L'actualité sportive, c'est d'abord le stade olympique de Diamniadio, la première pierre posée ce jeudi. Ce sera avec le chef de l'État qui va lancer les travaux du stade de 50 000 places. La construction devrait donc durer 1 an et 6 mois, 1 an et demi. Les responsables du chantier, les ouvriers sont déjà à pied d'œuvre. Le constat est de notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Les préparatifs vont bon train à quelques heures de la pose de la première pierre du stade olympique. Les ouvriers s'affairent au dernier réglage. Samba Diawara et ses camarades ont presque fini la clôture. Nous sommes en train de clôturer le site et de monter les portes. D'ailleurs, on va finir aujourd'hui. Tout est fin prêt en ce qui concerne les préparatifs de la pose de la première pierre du stade olympique. À l'intérieur de ce terrain, de plusieurs hectares situés entre la nouvelle sphère ministérielle et l'autoroute, sont érigés 4 chapiteaux. Le premier est réservé aux officiels, le second aux VIP et les 2 autres pour le grand public. Dans chacun d'eux, il est prévu l'installation d'écrans géants pour permettre au public de suivre en direct l'événement, nous dit le responsable des travaux qui ne souhaite pas d'être enregistré. Même le rond-point a fait peau neuf. Des ouvriers sont en train de poser le gazon. C'est pour rendre la fête plus belle, selon Bassirou Ngom. La construction de ce stade de 50 000 places avait été annoncée par le président de la République Macky Sall en prélude des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2022 à Dakar. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Football sur le terrain avec la suite des 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir. À Londres, Tottenham reçoit les Allemands de Leipzig, actuel leader de la Bundesliga. Match prévu à 20h GMT. À la même heure, en Italie, l'Atalanta Bergame affronte les Espagnols de Valence FC. Hier, le Paris Saint-Germain et Liverpool ont perdu leur match aller. Nous nous intéressions à la prestation des 2 internationaux sénégalais. Il s'agit de Idrissa Gana Gueye qui a joué tout le match avec les Parisiens mais qui n'a pas beaucoup brillé. Il y a également Sadio Mané qui n'a joué qu'une seule mi-temps. Un bon choix de son entraîneur de l'avis de notre consoeur Maïmouna Diallo que je propose de suivre. Quand Jürgen Klopp a fait sortir Sadio Mané, pour moi, il n'y avait que 2 possibilités. Ou Sadio était trop court parce qu'il venait de reprendre la compétition. Et reprendre la compétition et faire face à une équipe comme l'Atlético, ce n'est pas évident. Et l'autre possibilité pour moi, c'était qu'il ne voulait pas qu'il puisse prendre un autre carton jaune. Souvenez-vous, avant la fin de la première mi-temps, il a pris un carton jaune. Et dans la foulée, il y a eu une action avec Versalco où il pouvait tout simplement écoper d'un autre carton jaune. Et c'était rouge pour lui. Et Liverpool ne peut pas se permettre de se passer de Sadio Mané à ce stade-là de la compétition. Pour une fois, moi, je me dis qu'il a pris vraiment la bonne décision. Au match retour à Anfield avec leur public, avec Sadio Mané, je pense qu'ils pourront faire quelque chose parce que ce match-là, même Moussala n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. La prestation hier d'Idrissa Gana Gueye est sans doute l'une des plus mauvaises qu'on lui connaît depuis qu'il joue au PSG parce qu'en face, il y avait un adversaire qui a joué à un très bon niveau. Et le pire pour moi, c'est qu'il a fait briller Marco Verratti. On ne voyait plus le Idrissa Gana Gueye qui était un excellent récupérateur, qui était très hargnac. Je me disais que c'était de la fatigue, qu'après la trêve, on allait retrouver le Idrissa Gana Gueye qu'on connaît, mais il n'arrive pas à se reprendre. Et pour moi, il a intérêt rapidement à se remettre en question. Si c'est un coup de mou, un coup de fatigue, je pense qu'un préparateur physique en amont qui travaille avec lui
de manière personnelle régler la question. Maimouna Diallo, au lendemain de la défaite, la sortie polémique de Neymar, l'attaquant brésilien, qui trouve inopportun la décision de son entraîneur qu'il a donc écarté pendant 4 matchs pour le préserver. Les médecins avaient donc décidé de le laisser au repos depuis le 1er février pour lui éviter une nouvelle blessure, ce que Neymar n'a pas apprécié puisqu'il se dit prêt à jouer afin d'avoir du rythme pour la Ligue des Champions. Karaté, pour finir, la nuit des arts martiaux se prépare. Un événement prévu donc ce samedi au théâtre Daniel Sorano qui a pour objectif de faire la promotion des différentes disciplines. Le comité d'organisation a fait face à la presse ce matin. Conférence de presse donc compte rendu sur le Tcham. 300 participants pour 21 disciplines sont attendus à Sorano pour la grande nuit du tatami. Un événement à l'honneur des arts martiaux. Seulement ne participe pas qui veut, estime le coordonnateur Yatmalo. Ceux qui ne pouvaient pas, qui n'ont jamais participé à nos activités au niveau de la plage, ne peuvent pas automatiquement participer à la grande nuit du tatami. Ceux-là qui étaient avec nous pendant 6 à 7 semaines, sous la chaleur, méritaient d'être prioritaires par rapport à la grande nuit du tatami. Cela ne nous empêchait pas d'inviter d'autres disciplines. Selon les disciplines, 7 minutes entre quand on vous appelle et quand vous finissez. Ce sera également l'occasion d'honorer les légendes qui ont marqué les arts martiaux. Babacar Sadir Niang, Ibrahima Diédhiou, Abdoulaye Sène, Medoune Cissé et Mamoudou Sarr. Il y a l'ordre des arts martiaux, ils sont au moins 12. Il y a aussi le trophée de la créativité, c'est Alun Bazassène. Créer le MESMA, des diplômes d'encouragement. Il y a Fidélité, Babacar Badian, l'équipe nationale de karaté qui nous revient des championnats d'Afrique. Le budget de cette 7e édition n'est pas encore bouclé, mais le coordonnateur reste optimiste. Le budget est estimé à 6 millions, mais on n'a même pas la moitié. Mon seul souci, c'est de payer Sorano, acheter les trophées. On espère que ce sera bouclé d'ici samedi matin. Lors de ce face-à-face avec la presse, Sensei Yatmalo en a profité pour lancer un appel aux différents présidents de fédération. Vous, les présidents de fédération, essayez de venir et de vous retrouver pour qu'on forme une association ou un comité national des arts martiaux, mais qui vous permet de conserver vos postes de président de fédération. Ce samedi, le théâtre Daniel Sorano sera le temple des arts martiaux. Sur le Tcham. Merci Souleymane, c'est tout. Merci à vous Youssouf Bodian. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 19 février 2020, lui, est commentée par Barthélémy Ngom. Bonjour. Le dialogue politique encore un blocage. Les parties prenantes butent sur la question de la suspension de l'article 80 du Code pénal, le cumul de mandats et des fonctions de président de la République et de chef de parti ou de coalition. L'Observateur rapporte que la réunion prévue hier à cet effet a achoppé sur un profond désaccord. Les débats étaient houleux entre les membres de la commission politique du dialogue national. Source A fait part d'un dialogue de sourds qui s'est naturellement soldé par un échec. Sud Quotidien de son côté indexe la majorité qui, selon mon confrère, maintient le statu quo. Enquête semble embrayer sur le même bémol et signale que c'est Macky Sall qui se retrouve seul contre tous. L'opposition, les non-alignés et la société civile ne veulent plus de président chef de parti, mais le pouvoir dit niet. Le journal donne la parole à Benoît Sambou, le chargé des élections du parti présidentiel qui a toujours considéré que le président de la République peut être chef de parti, rappelle que la seule fois qu'il y a eu tentative de coup d'État au Sénégal, c'était quand le président de la République n'était pas chef de parti. Source A reprend et note qu'il a été convenu hier de constater l'impasse et donc de soumettre ce désaccord au président Sall qui va arbitrer. Ce qui d'ailleurs explique le titre du journal « Les sourds en arbitrage chez Tchompal ». Et chez nous, quand on parle de Tchompal, l'on pense directement à l'argent. Les Échos, toujours sur la réunion de la commission politique du dialogue national, renseignent que le problème des perdiums a été encore évoqué. Autre question, les cas Karim Wade et Khalifa Sall, un point inscrit à l'ordre du jour mais qui n'a pas été débattu. Les parties prenantes se sont donné rendez-vous demain pour évoquer le sujet, informe les Échos. Mais déjà, le témoin souligne que la proposition portant sur la liberté de candidature pourrait être mise à profit pour réhabiliter ces deux leaders. La Tribune y voit donc une porte ouverte pour Karim Wade et Khalifa Sall. Parlant de Khalifa Sall, l'Observateur fait part ce matin d'un schéma. Un schéma tracé par Aminata Mbengue Ndiaye pour écarter définitivement Khalifa Sall de la mairie de Dakar et du Parti socialiste. Le journal du groupe Futur Média qui cite la dernière proposition de la secrétaire générale du PS, non moins présidente du HCCT, de donner à la ville
ville de Dakar un statut particulier pour que son maire soit nommé par décret présidentiel évoque un machiavélique plan de liquidation de son ex-frère de parti. L'Obs dit tout sur ce schéma de Aminata Mbengue Ndiaye à ses pages 4 et 5. À sa page 7, le journal L'As Quotidien revient sur le débat autour de la succession de Macky Sall qui a fini d'installer une hystérie collective dans les rangs de l'APR. Pour mon confrère, Macky, très gêné par ce débat ou polémique si vous voulez, vient de libérer ses ouailles. Des proches du chef de l'État qui scrutent les moindres faits et gestes des supposés porteurs d'ambition présidentielle pour tirer sur eux. En attendant d'avoir les premières victimes de cette traque, intéressons-nous au séjour du chef de l'État Macky Sall en Mauritanie. Grand Place mentionne que lui, Macky Sall et El Ghazouani ont redéfini les axes de la coopération entre Dakar et Nouakchott. Les deux pays s'engagent à lutter ensemble contre la criminalité transfrontalière, à éradiquer le terrorisme par une large coalition, à poursuivre et à intensifier les efforts concertés sur l'énergie, mais aussi renforcer la coopération bilatérale par l'exploitation des ressources halieutiques, suffisant pour que le soleil évoque des résultats exceptionnels. Au total, 6 accords ont été signés, renseigne l'Astre de Anne qui constate que le président El Ghazouani a pris des décisions historiques qualifiées même de panafricanistes. Place au quotidien, le quotidien qui fait part d'une lettre de protestation contre la France. L'auteur, Oumar Youm. Mais mon confrère du groupe Avenir Communication signale que la lettre a été bloquée par Amadouba, son collègue des Affaires étrangères. Le ministre des Infrastructures voulait, selon mon confrère, se plaindre des sorties de l'ambassadeur de la France et du directeur de la Sénac SA qui gère l'autoroute à péage. Le quotidien, dans ses écrits, cite l'Observateur qui a été le premier journal à faire part de cette missive diplomatique dans sa parution du 12 février dernier. Le quotidien qui a suivi cette lettre s'est rendu compte qu'elle a été retournée à l'expéditeur, en clair au ministre Oumar Youm. Il lui a été fait comprendre que si le gouvernement sénégalais veut exprimer un quelconque mécontentement par rapport à l'attitude du diplomate français, il aurait été loisible au ministre des Affaires étrangères. En plus, écrit toujours le quotidien, Philippe Lalliot, qui s'est exprimé dans l'émission Le Grand Jury de la RFM sur la date de circulation du train express régional, n'avait apporté aucune contradiction. Une affaire qui risque encore de faire débat et polémique au Sénégal. Libération libère un document exclusif. L'affaire se passe à Joal, dans la Petite Côte. Un citoyen français présumé violeur, fusil à la main, tonton lui viole 4 élèves de l'école Wali Diouf, rapporte Libération. Les victimes, selon mon confrère, sont âgées entre 9 et 10 ans. Lui, Georges Etcheverry, âgé de 68 ans, avait séquestré ses victimes dans une maison avant de les aligner et de les violer à tour de rôle, raconte Libération qui ajoute qu'il a été neutralisé par la gendarmerie. Le journal reprend la scène et nous explique à sa page 5 comment une institutrice a démasqué le mis en cause présumé qui était reparti en France après son acte monstrueux. Place au sport pour terminer. Les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané en sursis. Liverpool et Paris défaits, écrit Record, le journal sportif du groupe Futur Média. Le phénomène Haaland fait plier le PSG. Ambré Stade Quotidien qui ajoute que Sadio Mané est sorti à la 46e minute. Liverpool, selon mon confrère, a été piégé à Madrid. Quittons l'Europe pour revenir ici au Sénégal pour parler de ce sport bien de chez nous, la lutte. Le quotidien Sunulamb fait part d'une cascade de chômeurs chez les VIP. D'ailleurs, mon confrère signale que l'heure est grave pour ces VIP et pour la lutte, car jusque-là, il n'y a aucun grand combat qui a été ficelé. Sunulamb illustre son titre par les photos de Balla Gaye 2, Eumeu Sène et Gris Bordeaux. Bonne lecture à tous.